Merci d'être aussi nombreux pour cette deuxième table ronde. Alors avant toute chose, merci pour l'invitation, Marianne. C'est toujours un plaisir de contribuer aux réflexions de la DAGP. Merci aussi à mon collègue Tristan Azy d'avoir pensé à moi, collègue, ami, complice depuis tant d'années. Je suis ravie aujourd'hui de me retrouver ici dans un emploi du temps qui est 100% intelligence artificielle en ce moment, vous l'imaginez bien, notamment au sein du comité interministériel de l'intelligence artificielle, mais pas que. Vous avez vu qu'au niveau européen, c'est assez chargé. Donc l'actualité fait que nous sommes à 300% mobilisés sur ce sujet. Et quelle bonne idée, du coup, aujourd'hui, à quelques jours de la dernière réunion du trilogue, de faire une table ronde sur les arts visuels au défi de l'intelligence artificielle. Alors, dans cette mission, dans cette charge de discuter un peu sur ce sujet, nous aurons la chance d'entendre Anke Schierholz. It's okay? Yeah, the pronunciation is perfect. Okay. Anke est présidente d'EVA, qui est European Visual Art, qui est une organisation européenne de défense des arts visuels, qu'on connaît bien lorsqu'on travaille au niveau européen sur la défense du droit d'auteur. Et puis, on aura également Frédéric Maupomé, qui est auteur de bande dessinée et qui, depuis un certain temps aussi, travaille sur ces sujets d'intelligence artificielle. Alors, avant de leur donner la parole, j'ai donc la charge, comme l'a dit le professeur Azy, de présenter un petit peu les enjeux juridiques de cette question de l'intelligence artificielle et de l'art, plus particulièrement ici de l'art visuel, mais le sujet se pose en des termes assez similaires d'un secteur à l'autre. Et j'aimerais commencer par ce que nous a dit notre ministre Rima Abdul-Malak ce matin, c'est-à-dire que nous avons la volonté de concilier l'innovation et la diffusion de la culture. Jamais on ne peut considérer, sauf évidemment à être dogmatique et à se positionner dans une certaine posture, comme certains aiment à le faire d'ailleurs. Jamais l'art n'a été opposé à la technique, l'art a toujours évolué avec la technique, et cette opposition systématique entre l'art et la technique est assez stérile en réalité, et surtout un prétexte la plupart du temps pour diminuer la protection et permettre à l'innovation de se développer sans contrainte. Donc ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est de tenter cette conciliation en réalité entre l'innovation et la diffusion de la culture, parce que c'est ce qu'on veut faire et c'est ce que les secteurs culturels ont toujours eu à cœur de faire. Un artiste, il crée, non pas pour garder sa création dans son garage, mais il crée parce qu'il a envie de l'offrir à la société. Et il a envie d'en vivre également, et c'est bien légitime. Alors cette conciliation, elle est d'autant plus importante que, comme vous le savez, les questions qui se posent dans l'articulation entre l'intelligence artificielle et la culture sont multiples. Il y a bien sûr, vous avez entendu notre président de la République nous parler plusieurs fois de l'ouverture des bases patrimoniales, sous réserve du respect du droit d'auteur et des droits voisins. Donc il y a cet enjeu de diffusion et de découvrabilité des contenus culturels français. Il y a l'enjeu de la chaîne de valeur et de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi que l'on imagine assez important, et Frédéric aura l'occasion sans aucun doute de nous en parler. Il y a le sujet de l'information et de la désinformation, parce que l'intelligence artificielle pose des difficultés, et dans le cadre des états généraux de l'information, ce sujet précisément est abordé. Et puis enfin, il y a le sujet également de la création. Et c'est ce sujet de la création qu'on va aujourd'hui plus spécifiquement aborder, ce sujet du parcours créatif, je crois. Tristan, tu as nommé ça le parcours créatif. Alors on a des exemples de création
utilisant de l'intelligence artificielle. Vous vous souvenez sans doute d'Edmond de Bellamy qui a été vendu chez Christie's plus de 400 000 $. Vous vous souvenez peut-être de The Next Rembrandt, ce portrait à la manière du maître qui était un projet notamment de Microsoft. Alors, décrivons, qu'est-ce qui se passe en pratique? Comment ça fonctionne? On parle ici d'une technologie qu'on appelle l'IA générative. C'est quoi l'IA générative? Eh bien, c'est une des technologies d'intelligence artificielle qui fonctionne avec de l'apprentissage, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous allez nourrir un système de contenu, dont évidemment des œuvres protégées par le droit d'auteur. Vous nourrissez ce système et ce système va apprendre de ces entrants. Apprendre comment? Eh bien, en déconstruisant les contenus, en tirant des corrélations, des tendances, qui va permettre de générer des règles. Et ces règles, ensuite, eh bien, vous allez lui demander de les appliquer sur des nouveaux cas. C'est ce qui va permettre le sortant. Donc, des inputs qui peuvent être protégés par le droit d'auteur, par les droits voisins du droit d'auteur, par le droit des données personnelles, par un certain nombre de droits. Et puis, dans une base d'entraînement, ce qu'on appelle une base d'entraînement. Et puis, tout ça est mouliné. C'est une opération qu'on appelle couramment la fouille de texte et de données. Tout ça est mouliné. Et puis, on pourra générer un output, un sortant, qui peut parfois aussi ressembler à une production artistique. On a décrit le phénomène juridiquement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, tentons de concilier l'innovation et la culture sur ces deux étapes de l'amont et de l'aval. En amont, des créations qui peuvent être protégées sont reproduites dans une base d'entraînement. La reproduction est un acte d'exploitation qui donne prise au droit d'auteur. Sauf que le législateur, en 2019, le législateur européen en 2019, dans une directive que notre ministre a citée, je crois même ce matin, eh bien, le législateur a mis en place une exception pour la fouille de textes et de données, exception qu'on appelle en anglais Text and Data Mining. Une exception très large, une exception pour toute finalité, pour tout usage, y compris des usages commerciaux. Et finalement, cette exception a été tellement large que le législateur a aussi prévu un opt-out, c'est-à-dire une faculté pour le titulaire de droit de s'opposer à cette exception, ce qui entraîne le retour à l'exclusivité, le retour au monopole. On est dans cette situation. Alors, il y a quand même des doutes. Certains doutent même de l'applicabilité de cette exception à l'opération de fouille qui a lieu dans l'entraînement des IA, mais il ne semblerait pas que ce soit le vent pour le moment. En tout cas, si on considère que cette exception pourrait s'appliquer à l'opération d'entraînement des systèmes d'IA générative, eh bien, cette exception est assortie d'une faculté de sortie, d'une faculté d'opposition, d'un opt-out que peuvent exercer les titulaires de droit. Aujourd'hui, beaucoup de titulaires de droit exercent cet opt-out, sortent donc de l'exception pour recouvrer une exclusivité. Alors pourquoi recouvrer une exclusivité? Peut-être pour consentir, éventuellement. Ce n'est pas forcément pour interdire l'exclusivité. L'exclusivité, c'est aussi le consentement, éventuellement. C'est la rémunération, possiblement. Donc voilà, pour recouvrer une sorte de maîtrise sur l'œuvre. La question qui se pose, c'est est-ce que cet opt-out est aujourd'hui effectif? Ça, c'est pour l'amont. Pour l'aval, ensuite, je vous ai dit, il y a une production qui peut être générée par le système d'intelligence artificielle générative. Par exemple, vous lui donnez un prompt et puis il va générer quelque chose. Alors, la question qui se pose ici, c'est quoi la production générée par une IA? Est-ce que ça peut être une création protégée par le droit d'auteur? Est-ce que le terme même de création ne devrait pas être réservé à l'humain? Est-ce qu'il faudrait imaginer une nouvelle sorte de protection pour ces productions générées par une intelligence artificielle? Ou est-ce que ce sont des communs? Il y a beaucoup de questions qui se posent ici. L'État
l'état des choses, les solutions juridiques, les solutions pour concilier l'innovation et la culture. Première proposition, pour rendre l'opt-out effectif et pour rendre de manière générale toute règle juridique applicable, il faut une transparence. Sans transparence, les droits ne sont tout simplement pas effectifs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune manière de prouver qu'il y a une atteinte à un droit s'il n'y a pas de transparence. Les systèmes d'IA doivent donc être transparents et indiquer les sources sur lesquelles l'intelligence artificielle est entraînée. Première règle, sur l'amont. Sur l'aval, ces productions générées par une IA. D'abord, peut-être nous faut-il rappeler quelque chose qu'on a déjà rappelé, et je crois même que Pierre Sirinelli l'a dit, il y a un principe, c'est que le droit d'auteur, il est fait pour les êtres humains. Et je crois qu'il y a un grand principe qu'on peut soutenir, c'est le principe d'humanité de la création artistique. Ce principe, il ne faut pas l'abîmer. Pourquoi ? Parce qu'il faudra faire attention aux effets de bord si on touche à ce principe d'humanité. Si en France, le droit moral est aussi fort, c'est parce qu'il y a un être humain et que c'est sa personnalité qu'on cherche à protéger. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut décourager la prise en main de l'intelligence artificielle par un certain nombre d'auteurs et d'artistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, l'intelligence artificielle pourra être un simple outil entre les mains de l'auteur, de l'artiste, et que dans ce cas-là, eh bien, il faudra bien veiller à ne pas disqualifier cet auteur, cet artiste, et à bien considérer qu'il est un auteur, un artiste, et non pas un simple exécutant et que la machine pourrait tout faire de manière complètement automatique et complètement artificielle. Voilà pour mes deux propositions, un principe de transparence pour les systèmes d'intelligence artificielle en amont et en aval, un principe d'humanité de la création artistique. Alors maintenant que j'ai posé le décor, et vous avez vu, je vous fais déjà quelques petites propositions. Vraiment, ils ne sont pas des propositions qui encore sont dans le marbre de la loi, mais en tout cas, il me semble qu'on peut les soutenir ici. On va passer à l'échange, si vous voulez bien, et nous, on a organisé vraiment notre table ronde sous forme de table ronde. Alors, on s'est posé vraiment des questions. Peut-être... Anke, if you're okay, I will start with Frédéric. I'm sorry, because he will speak about opt-out. Okay, thank you very much. Frédéric, justement, j'ai parlé de l'opt-out et donc de la possibilité pour les titulaires de droits de recouvrer l'exclusivité et donc de sortir de l'exception qui suspend les droits d'auteur. Hein. Comment on fait ? Est-ce que ça fonctionne ? On en est où pour un auteur ? Comment on fait pour exercer son opt-out ? On en est où ? Comment on fait ? La première chose à dire, c'est ça marche pas. Après, je vais dire pourquoi et comment, mais en fait aujourd'hui, ça marche pas. Je vais juste revenir sur ce que vous disiez, concilier l'innovation et la diffusion et la création artistique. Aujourd'hui, la conciliation qui se fait, c'est que l'innovation marche sur la tête de tous les artistes vivants ou morts. En fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ces systèmes d'intelligence artificielle qui sont complètement dérégulés. Alors, comment ça marche ? La notion d'opt-out, il faut l'entendre de deux manières différentes. Il y a l'opt-out tel qu'exprimé par la directive de 2019, si elle s'applique aux IA génératives, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, mais cet opt-out-là doit être, en gros, l'auteur ou l'autrice va dire forcément sur Internet, par un procédé lisible par une machine, par exemple du texte écrit sur son site Internet, je ne suis pas d'accord pour que mes œuvres soient fouillées. Ça, c'est le principe, c'est l'idée générale de fonctionnement. À noter que du point de vue du texte européen 2019, c'est l'ayant droit qui peut s'opposer. Là, on voit déjà un premier problème qui me paraît évident, c'est que
ce texte a été écrit par des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, en fait, c'est pas possible autrement. Des ayants droit de mes œuvres, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Mon travail, c'est de céder mes droits. Donc, on va retrouver, alors moi je suis notamment, principalement auteur de bande dessinée, on va trouver mes livres en France, mais on va les trouver en Pologne, on va les trouver aux États-Unis. Ce sont des gens qui ont droit, en fait. Je leur ai cédé le droit, un droit de reproduction, soit moi directement, soit par l'intermédiaire de mon éditeur. Et donc, comment ça marche si mon éditeur polonais ne veut pas opt-out, s'il veut opt-out, mais que l'éditeur américain, lui, il n'est pas d'accord? Comment ça marche? En plus, je fais un travail à deux. Je travaille toujours avec un scénariste, avec un dessinateur ou avec une dessinatrice. Si on n'est pas d'accord, comment ça marche? On sent bien que il y a une idée qui est de dire si les gens ne sont pas d'accord, ils pourront dire non. C'est ça que ça dit le texte européen. Mais dans la pratique, on voit bien que ça pose des problèmes. Alors comment ça marche dans la vraie vie? Tout simplement, on met je veux pas sur mon site internet, par exemple. Sauf que d'abord, les fouilles de données, elles ne s'intéressent pas à ce que vous avez marqué sur votre site internet. Ça c'est clair et net. Moi, j'ai pu voir, en prenant l'exemple d'une couverture d'un de mes livres, que cette couverture, elle était présente 40 fois dans la base de données de Lion, 40 fois, et que elle avait été prise non pas sur mon site internet, mais sur les sites internet de libraires, sur les sites internet de critiques, sur les sites internet de blogueurs, sur les sites internet parfois d'un éditeur en langue étrangère. Mon opt-out n'a donc aucun effet si l'image de mon œuvre peut être récupérée n'importe où sur la toile. Ce problème, il est à la limite vaguement gérable, peut-être dans mon cas, puisque si je travaille dans l'industrie du livre, on peut imaginer que je fasse un contrat dans lequel j'oblige tous les ayants droit derrière à opt-out. Sauf que je vais quand même avoir du mal à obliger les blogueurs, par exemple. Je vais avoir du mal à obliger les libraires qui prennent en photo leur vitrine à opt-out. Ça va être très difficile. Mais c'est encore pire pour un peintre. Imaginez que vous avez une exposition, enfin, vous êtes exposé dans un musée. On a le droit de prendre des photos dans un musée. Moi, parfois, ma mère prend en photo un de mes fils, voilà, devant une œuvre d'art, et c'est pas forcément pour la partager, mais peut-être qu'un jour elle la met sur Facebook. Quelle prise peut avoir l'opt-out potentiel initial du peintre qui se retrouve sur la photo prise par ma mère? On voit bien que il y a quelque chose qui de base ne peut pas fonctionner. Et puis, d'un point de vue pratique, si je veux opt-out de cette base de données, je dois cliquer œuvre par œuvre. Je dois leur indiquer je ne veux pas que cette œuvre-là soit dans votre base de données. Et souvent, on va me demander pourquoi. Et souvent, on va me demander de prouver que je suis titulaire des droits. Très, très compliqué à prouver, hein. Et puis, si j'arrive à faire ça 40 fois, j'ai exclu une image de un de mes livres. Sauf que moi, j'ai écrit 40 livres. Et qu'on ne retrouve pas que la couverture sur Internet. On trouve la 4e de couverture, on trouve des pages d'extraits. Un photographe fait des centaines, des milliers de photos. Il faudrait donc qu'il clique. Je ne veux pas cette œuvre-là, je ne veux pas celle-là, je ne veux pas celle-là. On voit bien que ça représente des mois et des mois de travail qu'il faudrait en plus refaire tous les mois, tous les 2 mois, parce qu'il y a des nouvelles bases, parce qu'il y a des nouveaux entraînements. Donc c'est absolument impossible. On voit bien que la disproportion de moyens est pas acceptable. Et de toute façon, si j'arrivais à faire ça, je fais mes 1600 clics, là, clic, voilà, je sors de ma dépression et au bout de ces 1600 clics, j'ai exclu mes œuvres de une base de données, pardon. Une base de données. Et des bases de données, il y en a des wagons. Il y en a des wagons et en plus, elles sont toutes privées. Aujourd'hui, j'ai pas mal d'amis qui ont essayé d'exclure leurs œuvres des fouilles de données de Meta, par exemple. Parce que Meta a dit, vous pouvez opt-out, si vous voulez, de nos systèmes. C'est sur Llama ? En fait, on peut opt-out les images, pas que les textes. D'accord. Donc,
Meta dit, vous pouvez opt-out si vous voulez, mais volontairement. C'est votre démarche à vous, vous devez le faire. Et vous devez le faire comment? Œuvre par œuvre, en disant que vous êtes détenteur des droits. Et ça, c'est que pour Meta, parce que si vous voulez le faire pour Twitter, c'est pareil. Vous voulez le faire pour... À chaque fois, on fait retomber la charge de travail sur celui qui... Et en plus de ça, les réponses qu'on obtient, c'est... Ceux qui ont essayé d'opt-out, la réponse envoyée par Meta, c'était de dire, vous devez nous prouver que votre œuvre a été utilisée. Or, ça tombe bien, la base de Meta, elle est privée. Hein. Donc, il faut en plus qu'on se transforme en pirate informatique. Problème de transparence. Oui, le problème sans transparence, on n'arrivera de toute façon à rien. Ça, c'est certain. Mais même avec transparence, un opt-out au cas par cas, clic, 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 etc., c'est quelque chose de absolument inenvisageable. Mais du coup, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à des méthodes d'opt-out plus généralisées? Est-ce qu'on peut pas... Alors oui. Est-ce qu'on peut proposer? On peut imaginer un registre déjà. Un registre de l'ensemble des auteurs et des ayants droit, des éditeurs, etc., qui disent par principe j'opt-out. Sauf que ça demanderait quoi? Ça demanderait quand même, en plus de ça, aux programmateurs d'intelligence artificielle, à leurs entreprises, de faire l'effort d'aller poser la question et de savoir à qui appartient l'image qu'ils sont en train de vouloir récupérer dans leur base de données. Ce qui n'est pas fait pour eux. Oh là là, c'est très 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 difficile, c'est compliqué, mon Dieu, vous allez nous ruiner notre business, ma bonne dame. C'est quand même ça. Vous voulez dire que c'est encore une question de gros sous? Alors, il y a deux questions. À mon avis, il y a une question d'argent évident aujourd'hui, et avec un chantage que je trouve assez extraordinaire de la part de certains de vos collègues de la mission ministérielle, par exemple. Prenons Yann Lequin au hasard, qui travaille pour Meta. La semaine dernière, il a dit, si vous me mettez de la propriété intellectuelle, je vous le dis tout de suite, l'intelligence artificielle, on arrête tout. Ce qu'il a dit la semaine dernière. C'était peut-être un petit peu excessif. C'est Yann. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, écoutez, si votre système il n'est pas capable de marcher en respectant un minimum la loi, voire en payant votre matière première, des trucs du si vous m'enlevez ça, on arrête tout. Bon. Je vais faire un aparté exagéré, mais c'est exactement le discours on va dire, du sud de l'Amérique par rapport au moment de la guerre d'indépendance, enfin de la guerre de sécession, par rapport au champ de coton. Si vous m'empêchez de faire ça, mon business il est foutu. Non, en fait, non. En vrai, c'est pas ça, et surtout pas quand on a des entreprises qui sont valorisées en dizaines de milliards de dollars, en fait. Hein. Donc je pense qu'une possibilité, c'est la notion déjà de registre. Sauf que il y a quand même quelque chose qui me dérange. C'est que moi, je ne suis pas opposé à l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit. Or, l'opt-out, il est de toute façon, forcément, c'est tout ou rien. Moi, qu'un chercheur fasse des recherches sur les occurrences de certains mots dans les œuvres en langue française dans les années 2010, de 2010 à 2020, pourquoi pas? Ça ne me pose aucun problème, ça. Mais ce chercheur va nécessairement être pénalisé parce que je n'ai pas d'autre choix que d'opt-out de manière générale. D'autant qu'il existe une autre exception de fouille de texte et de données à l'article 3 de la directive 2019 qui est au bénéfice de la recherche et qui, elle, ne peut pas être bloquée. C'est vrai, on ne peut même pas l'empêcher, le chercheur. Donc, c'est bon. Mais je voulais juste revenir sur... Il n'y a pas que des questions d'argent. Pour excuser peut-être le législateur de 2019, en 2019, on n'avait aucune conscience de l'apparition de ce type d'outils. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une certaine naïveté de la part des gens qui ont écrit ce texte. Je pense qu'il n'y avait pas de... Pas de la naïveté. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... non, ils ne savaient pas ce qui allait arriver. C'est ce que je voulais dire. Non, le législateur ne savait pas, mais ceux qui ont poussé ce texte savaient très bien. Exactement, parce que quand l'exception elle est en 2019, à quel moment commence la fouille de données, à votre avis? Est-ce que c'est en 2019? Non. Ça a commencé minimum 2013. Ça faisait 6 ans déjà qu'il y avait des entreprises qui fouillaient tout ce qu'il y avait sur Internet pour tout récupérer, tout stocker chez eux. Et alors, on leur a donné une exception en 2019 pour laquelle ils ont probablement largement poussé. Mais alors, pour eux, c'était du pain béni. Mais ça faisait déjà 6 ans qu'ils faisaient, enfin, c'est des procédures de cow-boy. Il y a quand même une notion qui n'est pas que celle de l'argent, c'est d'abord la notion du libertarisme, on va dire, sur Internet, qui est de dire tout est gratuit, l'art est gratuit, etc., qui est quand même un vrai mouvement de pensée, avec lequel je ne suis pas d'accord, mais qui existe. Et puis, il y a
il y a aussi cette... du coup, je me suis perdu tout seul. Bon, Mais on a compris l'idée, Frédéric. Il y a quand même cette question du contrôle. Il y a quand même cette question du contrôle des auteurs sur leurs œuvres. Enfin, il me semble. Oui, ça me paraît normal. Je suis retrouvé sur justement le contrôle des auteurs sur l'œuvre parce que j'ai retrouvé mon idée. C'est qu'il y a quand même un truc qui est poussé par l'ensemble des entreprises de la tech. C'est le fait que si vous utilisez notre réseau, si vous utilisez notre logiciel, tout ce que vous écrivez dessus, tout ce que vous postez dessus nous appartient. C'est quelque chose qui est la philosophie générale de l'ensemble de ces entreprises. Twitter, Meta, etc. sont tous comme ça. Et même que Zoom a changé ses conditions générales il y a 6 mois en disant l'ensemble de ce qui passe par nos réseaux nous appartient, c'est-à-dire votre visage, le son de votre voix, le contenu de vos conversations. Alors, c'est manifestement illégal, mais c'est quelque chose qui est profond dans le milieu de la tech. Vous voulez dire qu'il y a une sorte d'asymétrie entre ce qui est demandé d'un côté et ce qui est rendu de l'autre? Peut-être. Peut-être. Anke, merci beaucoup. Thank you very much for being here. And the next question is en français, parce que je sais que vous comprenez le français, ou en anglais? En français. Est-ce que vous pensez, Anke, que les utilisations qui sont faites aujourd'hui des œuvres, et notamment dans les arts visuels, les utilisations qui sont faites dans les bases d'entraînement avec l'IA générative, eh bien, est-ce que pour vous et pour l'organisation que vous représentez, c'est légal? Est-ce que c'est conforme au cadre juridique? Pourquoi dans ce cas-là, et je sais que la coalition allemande des auteurs travaille sur ce sujet, et peut-être vous pouvez nous parler de ces questions-là. Thank you. If you allow, I would answer in English because my French is so lousy. Sorry for that. Well, it's questionable. We started thinking at the beginning of the year that the use made of the existing work and the scrapping that has been done until now might have been covered by the exceptions of the of the DSM directive. With this problem of the opt-out as a machine-readable reservation, which I think is not in line with the international treaties on copyright, because they clearly say you don't need to take proactive registration measures if you want to have protection, and this obviously is a kind of a proactive measure. Yeah. So I think that interpreted in this strict sense, as for example the German government has implemented the directive, where it said the only way to reserve your rights is a machine-readable reservation, is, in my opinion, is clearly in conflict with the Berne Convention. Yet, that's what they say. The other question actually is whether it is text and data mining, what the big tech companies have been doing there, whether they could actually say there is this exception which has allowed us to do so. The doubts come because even the legislator start thinking that what happened with this huge, immense scrapping of protected work to train the foundation models for generative artificial intelligence was not what they had in mind when they were talking about text and data mining. Exactly what we heard before. We all thought it was about text analysis in a scientific approach, but not what came out now. But what does it mean? It means that we would now say it's been illegal. But that doesn't help us much, because as an individual author, it's really difficult to prove that your works have been used. There are some platforms like Have I Been Trained? I think the crucial point will be when we are going to have the first court decisions in the US, where a lot of lawsuits are pending. And I seriously hope that the authors are winning and that the courts are not allowing the big tech firms to here again revert on fair use.
So once the fair use has been taken out of the system, the US-based, and this is the crucial thing. I mean, we are talking here about mass uses by financially extremely well structured few international high-tech firms, and they are monopolizing the market. And well, this is why I think it's doubtful, but we have to look what the U.S. jurisdiction will say. I'm pretty confident it will help the authors. And when we have that, it will also reflect back on the European way of handling these problems. Yeah, but now, what could we do for a reliable framework? Well, yeah, I think you all know that there is this Act on Artificial Intelligence, which is now in the trilogue, where unfortunately the French, the German, and the Italian government thought it would be a hindrance for European industry if the artificial intelligence would be overregulated. I think it's a serious mistake. But the discussion is not over. Yeah. No, the discussion is not over. And once we had the AI Act, and our minister said that copyright is very important now. Ah, okay. Yeah, we had a huge conference on from the entire creative scene in Germany on Monday, strongly speaking out for a regulation, and that we need AI to be controlled to prevent that the creative industries are just drowning because they are taken over by a few huge tech firms. Yeah, of course. And I think it's a cultural clash, actually, in a way, that we have this European idea, or that we have this idea of authorship, of creativeness, of responsibility for the works that an author resumes, versus the exclusively financial interests of the high-tech firms. And I believe we will win on the long run, but we are having some obstacles to come over still. And we would certainly need additional legislation to support, to hold alive copyright in this system. Yeah. So the AI Act would only be the beginning, but what we would actually need is a reliable legal framework that both helps industry, that sets rules where industry knows if they follow these rules, they are safe, and which maintains the general principles of copyright. And I think any such legislation first have to give control back to the authors. And control means you can say yes, you can say no. And when you say yes, you can set the conditions. Yes. And the collective societies actually are in a position that they can handle these mass licenses that would be needed if we are talking about licensing. So the first thing is the authors must have an easy way to say we are in or we are out. And when they are in, they must be remunerated. So we need compensation. It can't be that it's just for free, because any AI is only as good, any generative AI is only as good as the works that have been used to train it. So it is essential that quality works are being used if you want to have a reasonable quality output, and quality works must be remunerated. Yeah, okay.
Thank you very much, Anke. Pour poursuivre peut-être, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que voilà, les auteurs ne veulent pas nécessairement s'opposer, bloquer complètement, mais au contraire pouvoir également bénéficier finalement de voilà, profiter et dire oui, dire non, ce qui est le principe de l'exclusivité, puis ensuite de discuter des conditions, d'une éventuelle rémunération et de pouvoir en vivre finalement. Et c'est bien depuis qu'on a abandonné le système des mécènes, et fort heureusement, eh bien, c'est le droit qui occupe la place, et que désormais, les auteurs doivent être libres de pouvoir dire oui, dire non, et de vivre de leurs arts. Et du coup, avec ça, on sait qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui sont en danger aujourd'hui. Alors, les industries culturelles, c'est assez variable. C'est 23 secteurs. En réalité, c'est 23 secteurs et 23 chaînes de valeur qui sont un petit peu différentes d'un secteur à l'autre. Et on voit que l'impact de l'IA économiquement, c'est pas le même dans toutes les chaînes de valeur, mais il y a ou dans tous les secteurs. Mais vraiment, on constate qu'il y a certains endroits où l'emploi est menacé. Et où, alors du coup, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a commencé à documenter ça? On en a déjà ensemble parlé justement pour essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, mais on en est où? Oui, alors la première chose à voir, c'est que les intelligences artificielles génératives ne sont pas au même niveau dans l'ensemble des secteurs. Les premières intelligences artificielles efficaces qui sont sorties, ce sont les intelligences artificielles qui s'occupent de la traduction, et ce sont celles qui s'occupent de produire, de générer des images. Celles qui produisent de la musique sont en train d'arriver, celles qui produisent de l'image animée sont aussi en train d'arriver, mais sont encore un peu en retard. Donc les impacts ne peuvent pas être les mêmes sur tout le monde, pour tout le monde en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on voit de manière assez immédiate? C'est qu'il suffit d'ouvrir le journal, de regarder les publicités autour de nous, et on commence déjà à être envahi par des images générées par des intelligences artificielles. Cette semaine, le Monde, quand même, a sorti un hors-série sur la mythologie nordique, et la couverture est générée par une intelligence artificielle. J'ai cru que vous alliez parler de ma caricature dans Le Monde. J'allais vous en vouloir, là. Non. Mais je ne l'ai pas vue. C'est pour ça. Tant mieux. Du coup, je suis curieux. Donc voilà, c'est Le Monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils mettent une image générée par une intelligence artificielle, vaguement retouchée, mais même pas. Le Viking, il a 6 doigts. Donc, il y a un porte-conteneur derrière lui, etc. Bon, mais qu'est-ce qu'ils font, Le Monde, là? Ils économisent 400 balles. C'est ça qu'ils font. Ils ont économisé 400 €. Voilà. Et des images comme ça, générées par de l'intelligence artificielle, il y en a partout. Il y en a dans la publicité énormément. D'ailleurs, peut-être vous l'avez vu, dans le métro, on voit cette image a été générée par une intelligence artificielle. Pour certains, oui, mais pas pour tous, mais pour certains. Monde. J'ai été étonnée de la mention déjà. Oui, mais je pense que là, on est aussi dans la notion de traçabilité, et il faut prévenir le consommateur de ce qu'il voit, de ce qu'il achète. L'intelligence artificielle Act, là, la proposition de règlement qui est en cours de discussion, prévoit cette transparence en aval, donc de pouvoir mentionner ce qui est très important pour les enjeux d'information et de désinformation, et donc de démocratie. Alors, pour revenir sur les impacts, le premier impact qu'il y a, c'est... Je parlais avec un auteur la semaine dernière qui me disait, mais en fait, notre travail à nous, ça va être de produire, ça nous oblige à être meilleur, ça nous oblige à faire de la meilleure qualité. Et c'est un mantra assez positif. Je trouve qu'il a ses mérites. Mais en fait, je vous le dis tout de suite, ça sert à rien de faire de la meilleure qualité. Le prix d'une image par Bing, c'est 0,2 centimes d'euros. Bon, pour 10 balles, vous en avez 500. Bon, donc vous pouvez faire de la qualité si vous voulez, mais il va falloir aussi largement abaisser vos tarifs, sinon ça va mal se passer. Et à 0,2 centimes d'euros, il va quand même falloir vendre environ 200 images peut-être pour acheter un paquet de pâtes. Enfin bon, on voit bien qu'il y a un problème qui n'est... La seule idée que la qualité nous sauvera, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas à cause du prix, mais ça ne marchera pas non plus à cause de l'invisibilisation du travail des humains.
Adobe Firefly a produit au mois de septembre 1 milliard d'images. 1 milliard. Là, on est en novembre. Je pense que d'ici la fin de l'année, il y a plus d'images générées par des machines que des images générées par des humains dans l'histoire de l'humanité. Et donc, cette masse fait que vous pouvez bien faire de la qualité si vous voulez, mais comme vous êtes une image, parce que vous y avez travaillé pour faire de la qualité, donc vous n'en sortez pas 500 par jour. Donc, vous sortez une image, mais autour de vous, sur les mêmes marchés que vous, sur les mêmes marchés sur le numérique, par exemple, il y en a des milliers qui ont été générés par une intelligence artificielle. Donc, cet effet de noie, en fait, les auteurs. C'est aussi le cas pour les auteurs de l'écrit. Voilà, pour le domaine ça, c'est vraiment des problèmes. Et concrètement, on voit quoi? On voit des auteurs qui arrêtent, des auteurs qui ne vivent plus de leur métier alors qu'ils en vivaient depuis plus de 10 ans, des auteurs visuels. On voit chez les traducteurs, alors là on n'est pas dans le domaine des arts visuels, mais on voit apparaître dans des entreprises françaises, des maisons d'édition françaises, des postes de correcteurs d'intelligence artificielle en CDI. Voilà, dans une petite maison d'édition de Marseille, par exemple. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les traducteurs aussi, ils sont foutus. Ils ne peuvent pas lutter avec une IA qu'on va corriger, et on ne va pas la corriger longtemps, vous l'aurez pas. Il y en a déjà qui ne corrigent plus du tout les textes produits par intelligence artificielle. Et c'est pas grave, ils s'en foutent, ils sortent du contenu et du contenu. J'ai vu il y a 2 jours une entreprise qui fait de la formation. Et il a dit, le PDG disait, il était très content parce qu'il avait traduit les 14 000 contenus de son entreprise et que ça lui avait coûté $20. C'est ça l'échelle dont on parle, en fait. C'est ça qui fait que vous pouvez bien faire de la qualité, en fait. Ça, on s'en fout. Ça ne vous sauvera pas. Et donc, et après, il y a également un sérieux enjeu dont on ne parle jamais, qui est l'enjeu sur la santé psychique et mentale des artistes-auteurs. Oui, mais on va peut-être pas aller jusque-là. Non, mais il y a vraiment des gens... Non, mais je dis ça parce que moi, je suis touché. En tant que dirigeant de syndicat, moi, je reçois des coups de fil. Je reçois des coups de fil de gens qui me disent « Je ne peux plus dessiner, je n'y arrive plus, je ne comprends pas, je vois mon travail, je dessine... » J'ai une autrice qui m'a dit « Moi, je dessine au crayon, sur papier. Je ne veux même pas utiliser un ordinateur pour mon travail, et mes images, elles ont quand même été nourrir les intelligences artificielles. À quoi ça sert que je travaille? Incontestable, la détresse et l'inquiétude des différents secteurs, elle est palpable. Voilà, encore hier soir, je faisais des auditions pour le comité IA, et hier soir, c'était les arts visuels jusqu'à assez tard. Et les auteurs, les artistes sont très inquiets. C'est incontestable. Le sujet, c'est... Oui, alors je voudrais juste parler d'un autre type d'impact, parce que là, on a tendance à... Non, mais sur les arts visuels, justement. Frédéric, par exemple, vous vous souvenez ce que vous m'avez écrit par mail? Ouais. Vous m'avez écrit « Coupez-moi ». D'accord. Mais quand même. Alors, 1 minute. Non, mais c'est juste pour dire que dans les secteurs industrialisés, comme le secteur de l'animation, qui emploie beaucoup d'artistes visuels, le PDG de DreamWorks a dit, à partir de maintenant, je n'aurai besoin que de 10% des dessinateurs que j'avais avant. 90% de perte d'emploi. C'est un secteur qui, voilà, lui, c'est ce qu'il anticipe. C'est juste pour dire que, voilà, la perte, elle va arriver. C'est évident, je crois que voilà, il y a clairement une question il y a une réflexion qui doit être faite sur ce sujet des impacts économiques, et d'ailleurs on le fait et on en a plusieurs fois parlé, justement parce que y compris la ministre de la Culture nous a demandé d'instruire ce sujet de l'impact sur l'emploi. Peut-être une dernière question, Anke, avant qu'on laisse la parole à la salle. What do you think about an international organization, or have you connection with other international organization to imagine an international framework, for culture? Yes. Like Convention de Berne, but about artificial intelligence and culture. Well, WIPO might be a bit ambitious because that is, it's difficult to introduce new topics there. We are fighting for resale rights quite some,
comes close to a decade or decades now. But I think the European Union would be the right addressee for new legal models to fence in artificial intelligence generation, to find good and legal solutions for training models, how to legally develop them, and how to remunerate authors. And I think it is extremely important that we're not only talking about training or using works for AI training, but the entire downstream exploitation must be in a way remunerated for the artists too. And I'm pretty sure that at the moment the generative AI models are still offered for free, but that won't be for long. They will be kind of sold, or you will have to subscribe, you will have to pay for it. And if we do find a way that the authors participate in any such commercialization, it would be helpful for the authors. I think we do have to think about how we best achieve such remuneration. But I'm quite convinced that the European Union has already found good solutions. It took us two decades to come to the platform liability, but in the end we did it. We should not be that slow when we think about further regulations around generative artificial intelligence. But the creativity and the possibility to find good new solutions certainly are there, and the world is looking on Europe. It seems like the US and Asia too are really, and China are curiously looking how the Europeans are going to handle these problems. And we should make use of this impact, catch the momentum, and go on. We are going to have a new parliament next year, and we should use the time to join up with all repertoires, because we heard it's not only the visual repertoire, it's the text repertoire, it's the actors. It was not for nothing that there was this huge strike in the US, both from the scenarists and from the actors, because they are as much in danger as anybody else in the creative arena. And if we join forces and if we use the time well, I hope that we might be able to present a proposal to the European Commission next year. And let's make use of the time and defend authors' rights. And what makes me really believe that we can do it is that since there is copyright and since there has been a technical development, it was always the first reaction was copyright is a hindrance. Copyright is against the development of new technologies. It is not. It is very adaptable. The principles are enough abstract that they can go on with each new development, and they also should be able to help us over this new technical development and preserve the principles of copyright, which is control of the authors and remuneration for each use of the work. Thank you very much, Hanke. On va passer on va prendre peut-être quelques questions dans la salle, mais peut-être pour une note un petit peu d'optimisme, parce que moi j'aime bien être optimiste. Vous avez remarqué, c'est un peu dans ma nature. Parfois, la France notamment a porté des mesures de conciliation de l'innovation et de la culture, et je pense à l'article 17 de la directive Digital Single Market qui permet la réopposabilité du droit d'auteur et des droits voisins sur les plateformes contributives. Je me souviens très bien qu'à l'époque, avec Pierre, on nous disait qu'on était des faux professeurs, c'est ça, je crois, c'est ça, des faux professeurs, parce qu'on avait dit que c'était peut-être pas, la qualification d'hébergeur n'était pas nécessairement la meilleure pour les plateformes contributives.
quelques remues, beaucoup peut-être, mais la France a cette capacité à s'impliquer et à porter la culture. Et j'ai bon espoir quand même qu'à terme, on arrive à concilier la culture et la technologie, parce que de toute façon, les deux ne sont pas opposés. Les deux ne peuvent pas avancer l'un sans l'autre. D'abord, les systèmes d'IA ont besoin de sources de qualité, et les sources de qualité sont fournies par le secteur de la culture, donc c'est incontestable. Et ils ne peuvent pas juste prendre et détruire le système. Ça n'est pas possible. Donc dans tous les cas, il va falloir une conciliation. Est-ce que vous avez des questions, ou est-ce que vous êtes tellement inquiet que... Oui. On va vous donner un micro, je crois, madame. Bonjour, Françoise Petrovic, artiste plasticienne. Moi, c'est même pas une question, mais c'est une petite remarque. Là, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de traduction. Là, j'aurais bien aimé qu'il y ait l'intelligence artificielle pour nous traduire en anglais, parce qu'on part du principe que l'anglais domine, enfin que tout le monde parle anglais. Moi, j'ai quand même du mal à saisir ce qui a été dit. Et voilà, donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il y a un système de traduction avec des... Il y a un système de traduction qui était proposé à l'entrée. Et vous voyez, madame Anke a les oreillettes justement pour ça. Je n'avais pas compris, excusez-moi. Désolée. Finalement, les humains ont plein d'imprévus, plein de défauts, mais c'est ça qui est chouette aussi. C'est ça, mais vous remarquerez que la DAGP utilise des traducteurs humains et veille à ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Alors... Oui, par contre, j'ai trouvé que effectivement, ce que nous a dit Frédéric est extrêmement juste, très pragmatique, et pour nous, les plasticiens, c'est abyssal, forcément. Ouais. Donc, on a besoin d'une réflexion avec vous, les juristes, avec tout le monde, pour, en tout cas, pour avoir au moins un esprit de résistance à un moment donné. Et ce dont j'ai le plus peur, c'est même que l'on s'habitue à une médiocrité de l'image. Là, je viens de voir, ma voisine m'a montré l'image du monde, là, le Viking. Donc, je pense que notre œil va s'habituer à la médiocrité, et que finalement, quand on parle d'exigence, je ne sais même pas ce que ça va pouvoir dire ensuite. C'est une des questions, je pense, importantes aussi. Vous savez, je crois que c'est notre président de la République a dit il n'y a pas longtemps que l'IA, c'était aussi un enjeu civilisationnel. Et je crois que c'est ça le sujet, c'est que qu'est-ce qu'on veut comme monde demain? Et si on veut un monde sans artistes et sans auteurs, oh mon Dieu, quel monde! Voilà. Donc, mais je crois qu'il faut le dire, le répéter et en prendre conscience. Bonjour. Ici. Vous avez parlé au début de cette rencontre de deux principes que vous vouliez défendre dans le cadre du comité stratégique, où on a mal compris. Non, vous avez mal compris. Vous avez mal compris. Justement. J'ai parlé de deux principes. J'interviens ici à titre personnel, comme professeur de droit, vous voyez, à l'université Paris-Saclay. Je n'interviens pas en tant que membre du comité de l'intelligence artificielle. Je vous dis ma position personnelle, qui ne sera peut-être pas celle du comité de l'IA, mais qui est la mienne. Eh bien, la mienne, c'est que on doit être transparent, que la transparence, c'est un principe général en droit. Je ne vois pas un législateur soutenir l'opacité. Je comprendrais même pas en réalité, parce que c'est un sujet de valeur et c'est un sujet de démocratie, la transparence. La transparence, c'est pas que pour la culture, c'est pour l'information, c'est pour tout. Voilà, il y a aucune limite à la transparence. Donc, je soutiens à titre personnel et comme professeur de droit une transparence transversale. Avec des modalités, il faudra la mettre en œuvre. Mais encore une fois, je n'engage pas le comité de l'IA dans ce que je soutiens. C'est dommage. Je travaille. Oui, je sais. Oui, bonjour. Stéphanie Lecam, je suis maître de conférence et directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels. Avec Frédéric Maupomé, nous avons commencé à réfléchir à la question de savoir si tous les dispositifs juridiques spécifiques qui ont été mis en place pour préserver les biens d'exception culturelle devaient ou non s'appliquer à ces produits synthétiques générés par l'intelligence artificielle. Alors on peut faire la liste, elle est assez longue, mais en gros TVA à taux réduit, toutes les aides publiques pour la création, etc., etc. Et donc je voulais avoir votre avis, chère Alexandra, sur cette idée justement d'exclusion de ces produits synthétiques de tous ces champs.
d'application des dispositifs juridiques. Eh ben, merci Stéphanie pour ta question. J'aime beaucoup quand tu me vous vois. Je vous ai bien entendu sur ce sujet et je vous ai lu aussi tous les deux et c'était très intéressant et Frédéric s'en est fait l'écho au sein d'une audition. En effet, c'est très important de pouvoir dire que tous les dispositifs en fait, d'aide et de soutien à la création qui sont des dispositifs qui ont été faits pour les humains, ces dispositifs doivent cesser. Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas de... Quelle pourrait être finalement la pertinence d'un tel dispositif pour une production générée? Et on en voit déjà. Hein, il y en a en vente sur un certain nombre de plateformes. Il y a des productions littéraires générées par des intelligences artificielles. Je crois qu'il faut raison garder. On a des dispositifs de soutien à la culture. Ils sont faits pour les hommes et les femmes de culture. Mais Frédéric, toi, vous... Oui, alors c'est juste pour que les gens comprennent bien. Je prends un exemple de dispositif. Il existe des dizaines de dispositifs. Hein. On ne parle pas forcément des bourses et des choses comme ça. Évidemment, on ne va pas donner une bourse à une machine. Mais par exemple, en France, le livre a un taux de TVA réduit à 5%, 5,5%. Et ça existe parce qu'il faut soutenir la création humaine. Un ouvrage qui serait entièrement généré par une intelligence artificielle, par exemple, dans mon esprit, ne pourrait pas bénéficier d'un taux de TVA à 5,5%. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, ça peut redonner de la compétitivité économique aux auteurs parce que il y a quand même quelque chose d'abstrait parfois dans la manière dont on parle des auteurs et des autrices, comme si nous n'étions pas des acteurs économiques. Mais nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, des entreprises individuelles. On a un chiffre d'affaires, on paye des impôts et on génère du chiffre d'affaires. Un dessinateur de bande dessinée qui va travailler et qui va faire 30, 40 livres va générer des millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'ensemble de la chaîne du livre. Donc nous sommes aussi des entreprises à protéger. J'ai vu tout à l'heure un comédien de doublage qui disait « Mais nous, les comédiens de doublage, sommes extrêmement en danger par rapport aux intelligences artificielles. Il y a 20 000 emplois en France qui dépendent du doublage. » Voilà, c'est des enjeux concrets qu'on ne peut pas simplement effacer sous prétexte qu'on serait, je ne sais pas, des esprits purs regardant la nature de loin. Je suis vraiment tout à fait d'accord. Il faut quand même rappeler, je crois que ça avait été rappelé dans une des tribunes que les organisations ont été nombreuses à signer. Je crois que la culture, c'est 4% du PIB. Et pour travailler beaucoup en ce moment sur la culture et l'IA, on a évalué qu'on avait à peu près 600 000 emplois liés à la culture, qui étaient des emplois soit liés directement aux industries culturelles, mais plus généralement, la masse, c'est dans des entreprises, il y a des emplois créatifs. Et donc, on en est à peu près à ça, 600 000 emplois, 4% du PIB. Donc, clairement, oui, la culture fait partie du tissu économique. Mais vous ne pensez pas Anke. Well, I would just like to add, sorry that I can't speak French. I would just like to add to that two aspects. First, in Germany, and Germany, you know, is the automotive country. The cultural sector generates more to the GDP than the automobile industry. So why should we always only listen to the financial interests of the high-tech industries? Because what the cultural sector contributes is extremely important. And another thing, I would strongly want to call the results of generative AI, use names that are could be connected to works or to I would only call it results because it is not a work. It's the result of a probability calculation within the machine, but it's not a work. And from the collecting society's perspective, where our job is it to collect remuneration for authors and distribute it to authors, we would certainly never want to have any AI developer or any AI commercializing company to come and register AI-generated output to, I mean, when you think
this generative AI results are trained on copyright protected works, simply because works out of copyright are not so much of interest. It's copyright protected works that were used to have applications that get into competition with the authors and have the potential to remove authors from their jobs, from their possibility to earn money. And then they would go into the collecting societies and say, oh, we would like to have a share of private copying remuneration. It's an absolute no-go. That may never happen. Never. Est-ce que une dernière question? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis désolé, je reprends la parole par rapport à la table ronde précédente. Mathieu Baudot, président de l'Union des photographes professionnels et aussi président de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Alors, je voulais simplement faire... On s'est parlé hier soir. Pas plus tard qu'hier soir. Vous voyez, on se quitte jamais. Hein. Formidable. Bref, je voudrais simplement faire une remarque et puis après poser une question, et particulièrement à Frédéric Maupomé, donc qu'il se prépare. La remarque, c'était... Non, c'est en toute collégialité et sympathie. Hein. La première remarque, c'était à propos des images d'intelligence artificielle qui pouvaient ne pas être de bonne qualité, etc., ou de bonne facture. Ça me rappelle, il y a une vingtaine d'années, lorsque les photographes étaient confrontés notamment à la photographie numérique, où j'avais un certain nombre de mes consoeurs ou de mes confrères qui me disaient oh non, mais ce truc-là, c'est dégueulasse, moi je préfère ma bonne péloche, vous allez voir ce que ça va avoir, ça va pas durer ce numérique. Eh ben, il me semble qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de photographes. J'ai vu une photographe, là, une consoeur qui faisait les photos, mais elle n'est plus là. Elle travaille au numérique. Hein. Et s'il y a un certain nombre de photographes ici, je pense qu'ils travaillent tous au numérique. Bref, sauf cas particulier. Ça, c'était pour la remarque. En revanche, la question, c'était... j'ai bien aimé l'intervention, notamment sur la partie économique de la chose, dans le cadre de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce qui a été annoncé, c'était de dire qu'il y avait, on tirait les prix vers le bas, voire vers du néant, et que l'on n'allait plus utiliser les services des auteurs ou des artistes que nous sommes, ce qui pose bien évidemment problème. Ça veut dire qu'on n'a plus de travail, on ne peut plus remplir notre frigo, et donc globalement, on ne peut plus vivre de notre art. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, Frédéric, tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est en disant, s'il y a un livre qui est issu d'une IA, alors, dans ce cas-là, on met une TVA à taux plein. Bon, très bien, c'est une possibilité. Mais la vie, elle n'est pas blanche ou noire. On peut avoir des livres qui peuvent être en partie avec de l'intelligence artificielle, en partie avec des auteurs. Mais globalement, lorsqu'il y a l'utilisation d'une IA par une agence de communication, par de la publicité, par un éditeur de presse, qu'est-ce que toi, par exemple, tu proposerais par rapport à tout ça ? Merci. Alors effectivement, il peut y avoir un mélange de travail humain et de travail d'intelligence artificielle. J'ai 30 secondes, donc je vais simplement dire qu'il y a des notions fiscales qui existent déjà, qui sont en fait la notion de produit composé. Et dans ce produit composé, si on parle simplement de la TVA, il y a des règles qui disent que c'est le taux TVA maximum qui s'applique. Mais on peut imaginer des règles intelligentes, et il est évident qu'il faut... revoir l'ensemble en fait de notre écosystème, parce qu'il n'est pas fait pour intégrer de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il faut revoir l'ensemble des règles en ayant en tête qu'il peut y avoir des productions purement synthétiques, des productions entièrement humaines et des choses qui sont entre les deux. Je pense que c'est un énorme chantier et qu'il va falloir mener. Donc nous, on a écrit un article là-dessus, je peux pas mais je pense qu'on oublie beaucoup de choses dans cet article. On a simplement posé des questions. Et ça demande une vraie prise de conscience déjà de cette situation et un travail de l'ensemble de la chaîne et des industries culturelles en général. Merci beaucoup. Il me reste à remercier Anke et Frédéric pour cette table ronde qui était, vous l'avez vu, 100% humaine. On n'a pas utilisé l'intelligence artificielle, on n'a même pas lancé ChatGPT sur les questions. Si vous voulez bien, parce que Marianne m'a demandé de couper, on arrête là. Marianne, ou tu veux une dernière question, c'est ça ? Alors, c'est la dernière question. Moi, c'est toi qui commandes. Hein. Allô ? Oui, c'est moi.
Alors, bonjour, c'est pas du tout une question, Bonjour. donc ça va être très court. Voilà, je voudrais rendre hommage aujourd'hui, parce que c'est une journée importante pour moi en quelque sorte, mais aussi pour Marcel Parturier. Marcel Parturier, comme vous l'avez entendu en fait au début de cette conférence, de cette journée, a été un des créateurs de la DAGP. Marcel Parturier, en fait, est mon oncle, tout simplement. Donc, je l'ai bien connu dans son atelier, je l'ai bien connu. Et c'est vrai que la DAGP, il n'a pas eu d'enfant, et la DAGP est forcément un de ses enfants, si je puis dire, avec sa peinture et son œuvre. Donc, je voudrais remercier, mais tout particulièrement Marianne Faithfull, qui a toujours été extrêmement accueillante, gentille, présente. C'est vrai parce que quand j'arrivais à la DAGP, je suis rien du tout, donc c'est vrai, elle est toujours venue avec une grande gentillesse vers moi et m'a écoutée très gentiment. Donc voilà, donc hommage à la DAGP, hommage bien sûr à tout le travail que vous faites, vous les intervenants, parce que je mesure en fait vraiment la complexité de ces droits d'auteur. Parturier, sans doute, n'a jamais imaginé une telle complexité. On a parlé de temporalité tout à l'heure. Et c'est vrai que là, il y a un gap gigantesque qui est arrivé. Que Parturier a créé, en fait, la DAGP à partir je pense, hein, je n'en suis pas sûre, mais à partir d'une histoire qui était triste. L'un des peintres à son époque était décédé, je ne sais plus, par des circonstances assez tristes. Et la famille de ce peintre, sa femme et ses enfants, n'avaient strictement rien pour se nourrir. Donc ça a été inventé un petit peu à partir de ça. Voilà. Donc grand gap entre 1953 et 2023, hein, c'est vrai. Mais je trouve fantastique les échanges que vous avez tous les uns avec les autres. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir réussir dans cette complexité et dans ces démarches qui sont les complexités de notre temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Vraiment, merci. C'est très précieux ce que vous venez de nous dire. Voilà, c'est très précieux et je crois que clairement, merci Marianne pour tout ce que tu fais en général.